Moi, je suis effectivement Emma Fourreau, je suis députée au Parlement européen dans le groupe The Left et je travaille sur la question de la justice climatique qui, pour moi, doit être prise sous deux angles différents. À la fois la question des inégalités entre les pays dits du Nord et les pays dits du Sud, à savoir que les pays du Nord, évidemment, sont ceux qui sont les gros pollueurs de la planète, notamment dû aux 2 siècles derniers de développement industriel. C'est les principaux responsables de la crise climatique en cours et, en revanche, les habitants des pays du Sud qui subissent de plein fouet le dérèglement climatique sans être responsables de ce dérèglement. Et d'autre part, on peut aussi prendre cette question des inégalités au sein même des sociétés des pays dits du Nord, parce que de la même manière, on a les grandes fortunes, les entreprises climaticides, les entreprises multimilliardaires qui, elles, sont responsables des émissions de gaz à effet de serre, de la destruction de la biodiversité, mais qui n'en payent pas les conséquences, parce que ceux qui payent les conséquences de ces pollutions, c'est évidemment les populations précaires. C'est aussi une question de lutte des classes, parce que, comme toujours, les pollueurs ne sont pas ceux qui payent. Et ceux qui payent, ce sont justement les plus pauvres. On a une responsabilité, en tant qu'activistes des pays du Nord, à la fois de mettre la pression sur nos États pour justement qu'ils financent, qu'ils prennent des engagements fermes vis-à-vis des pays du Sud, parce que justement, on est responsable de ces pollutions, et donc c'est pas de la charité que de donner des fonds pour les pays du Sud, c'est au contraire de la justice réparatrice. Et c'est aussi important de travailler à bouleverser les structures de nos sociétés elles-mêmes qui sont traversées par ces profondes inégalités en matière climatique. Par exemple, quand on regarde les épisodes météorologiques extrêmes qui frappent particulièrement les plus modestes, on voit bien que ce sont eux qui sont en première ligne. Je pense par exemple à la question du logement, parce que ceux qui vont être logés dans des passoires thermiques l'hiver et des bouilloires thermiques l'été, c'est évidemment les plus précaires, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir des logements bien isolés, et en plus ces logements sont inscrits dans des espaces extrêmement bétonnés, sans espace vert, donc ça devient vraiment des endroits qui sont invivables l'été et invivables l'hiver. Et ce qu'on observe, c'est que le gouvernement d'Emmanuel Macron, donc qui est président de la République, eh bien, il coupe dans les budgets, il fait en sorte qu'il y ait moins d'argent pour la rénovation thermique des bâtiments et pour la transition écologique. C'est important de mettre la pression pour qu'au contraire, il y ait de la justice via des financements et via la rénovation thermique des bâtiments. Se battre pour la justice climatique, c'est aussi exiger que les travailleuses et les travailleurs ne meurent pas sous les vagues de chaleur. Parce que on a par exemple l'exemple des coursiers à vélo qui viennent livrer à toute heure de la journée des sushis, tout un tas de plats dans les grandes métropoles européennes, tous des chaleurs extrêmes, alors que toutes les recommandations sanitaires plaident pour l'arrêt des activités physiques en période de canicule. Et bien eux, ils continuent à livrer justement tous ces plats sous 35 degrés et avec la pollution de l'air en prime. Et donc défendre la justice climatique, c'est se battre pour que les plateformes de livraison soient contraintes à suspendre leurs activités pendant les vagues de chaleur. Défendre la justice climatique, c'est se battre pour que le code du travail soit adapté au dérèglement climatique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec des nouvelles protections pour les travailleuses, pour les travailleurs, avec des horaires adaptés et la possibilité de cesser purement et simplement l'activité lorsque on atteint un certain seuil de température. Et donc je tiens ici à féliciter tous les parlementaires qui œuvrent dans ce sens, que ce soit à Bruxelles ou dans nos pays respectifs. Bravo surtout évidemment aux travailleuses et aux travailleurs qui s'organisent, notamment dans les secteurs du BTP, les ouvriers agricoles, les syndicats, qui font en sorte d'alerter justement sur les conditions de travail de plus en plus difficiles chaque année en été. Et vous avez peut-être entendu parler justement des ouvriers italiens qui ont menacé de faire grève à l'été 2023 parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et que l'Italie était traversée par une vague de chaleur mortelle. Évidemment, on doit soutenir toutes ces initiatives et obtenir des avancées très concrètes. Dans ce domaine, évidemment, on a une fracture très forte entre le Nord et le Sud parce que c'est les pays d'Europe du Sud qui sont le plus marqués par les vagues de chaleur, par le dérèglement climatique. En 2022, dans toute l'Europe, on a 62 000 personnes qui sont mortes à cause de la chaleur. Et évidemment, ces personnes étaient surtout issues de la Grèce, de l'Italie, du Portugal et de l'Espagne. C'est des pays avec des codes du travail qui ont moins de protection souvent que dans l'Europe du Nord, avec des économies sud-européennes qui sont très tournées vers le tourisme. Or, on sait que justement, le secteur touristique a une forte proportion de salariés exposés à ces vagues de chaleur. En tant qu'Européens, œuvrer pour la justice climatique, c'est justement se battre pour que les pays d'Europe du Sud aient davantage de moyens pour faire face au dérèglement climatique et évidemment pour protéger celles et ceux qui travaillent sous la chaleur. Et je parle de l'Europe du Sud parce que c'est une région qui est structurellement exposée aux vagues de chaleur, mais c'est toute l'Europe qui est affectée par le dérèglement climatique et ses manifestations extrêmes. Je pense aux inondations en Allemagne, aux ravages de la tempête Boris le mois dernier en Europe centrale et orientale, et les feux de forêt qu'il y a eu notamment en Suède en 2018. C'est des conséquences directes du dérèglement climatique. Il y a aussi la question de la sécheresse qui est très connectée à la question de l'eau. Je considère qu'évidemment la question de l'eau, c'est l'enjeu majeur du XXIe siècle. C'est aussi un outil qui est utilisé dans le cadre des guerres. Je pense évidemment à la situation à Gaza. On a l'ONU qui nous dit qu'il faut entre 50 litres et 100 litres d'eau par jour. C'est le minimum vital pour boire, pour faire la cuisine et l'hygiène. Un Gazaoui dispose en moyenne de moins de 5 litres d'eau par jour
pour survivre. Et donc, depuis le 7 octobre, donc depuis la guerre et depuis le début du génocide, la quantité d'eau disponible à Gaza s'est effondrée de 94%. Alors qu'on partait déjà d'une situation dramatique, parce qu'il y avait déjà un vol des ressources de la part d'Israël à Gaza, mais depuis le génocide, c'est évidemment dramatique. On a également le virus de la polio qui se développe dans les eaux usées, parce que non seulement il y a très peu d'eau, mais en plus, Israël a détruit les infrastructures de distribution d'eau et d'assainissement d'eau, donc même l'eau qui est présente sur place est un risque mortel pour les Gazaouis. Donc on parle vraiment d'une guerre à la fois évidemment à travers les bombes, mais c'est aussi une guerre de la faim et une guerre de l'eau. Ça va pas aller en s'améliorant. La ressource en eau est de plus en plus rare, d'une part de par la quantité, mais aussi de par la qualité. Et donc on voit que c'est aussi un objet d'inégalité à travers le monde, de tension à travers le monde, mais y compris en France par exemple. Il y a une grosse fracture sociale quand on parle de l'eau, parce qu'on a l'État français qui a été épinglé pour le fait qu'elle n'offre pas suffisamment d'eau en Guadeloupe par exemple, parce qu'en Guadeloupe on a un quart de la population qui n'a pas accès à l'eau. Alors qu'on parle d'un territoire français, de la 6e puissance économique du monde, mais on voit que entre la France hexagonale et les Outre-mer, eh bien, on a une grosse inégalité d'eau. On parle de seulement 34% de l'eau mise en circulation en Guadeloupe qui arrive à destination, parce qu'on a tout un réseau de distribution d'eau qui est complètement vétuste, avec justement une perte d'eau extrêmement importante. Ça a des conséquences très concrètes sur l'organisation des services publics dans les Outre-mer, parce que si on manque d'eau, eh bien, c'est des écoles qui ne peuvent pas ouvrir, qui ne peuvent pas accueillir des enfants, etc. Donc en fait, c'est un facteur de désorganisation de toute la société. Et donc c'est important qu'on lutte pour le droit à l'eau pour toutes et tous, reconnaître que c'est un droit humain fondamental et que l'accès à l'eau est un enjeu pour tout le monde, dans les pays riches, mais surtout dans les pays évidemment exploités et qui subissent des dynamiques néocoloniales. C'est notamment le cas dans les Outre-mer. Et donc voilà, je tenais à parler un petit peu de ce sujet-là, parce qu'il n'est pas pris en compte dans les médias, il est souvent sous-estimé alors que c'est un enjeu crucial. Et donc j'espère qu'on pourra se battre toutes et tous ensemble sur cette question-là.